Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, vous êtes au bon endroit. L'heure est grave mes amis, les temps sont troublés et il est temps pour moi d'aborder un sujet difficile. La spectaculaire foirade de No Time to Die, le dernier James Bond en date. Et le dernier Bond avant un bon bout de temps, ce qui nous laisse le temps de l'apprécier à sa juste valeur. Y a pas, l'ère Daniel Craig s'est achevé en beauté. No Time to Die est sorti en 2021 avec plus d'1 an de retard pour cause de pandémie, et le film a reçu un accueil commercial mitigé, sa sortie en post-Covid n'ayant clairement pas aidé, mais il a globalement été plutôt bien accueilli par la critique. Du côté des fans de l'agent à 3 chiffres et en costume 3 pièces, par contre, la réception a été moins chaleureuse. Beaucoup ont critiqué sa fin décevante, sa durée de presque 3 heures, son scénario bordélique et son méchant. Aujourd'hui, on va se replonger en eau trouble et se pencher sur Monsieur Lucifer Safin, le bad guy principal du film, incarné par Rami Malek. S'il n'est pas le seul problème de No Time to Die, il en est définitivement l'un des points les plus faibles, et comme j'adore analyser des personnages et que mon psy m'a dit qu'il fallait que je sublime mon agressivité, c'est parti pour une petite plongée bondienne. Ah, ça va spoiler à tout va, mais vu la qualité du bousin, promis, c'est pas si grave. Comprendre pourquoi Safin ne fonctionne pas en tant que méchant, c'est aussi comprendre, par effet miroir, ce qui fait un bon vilain de James Bond. Se renouveler après 24 films n'est pas chose aisée, mais quelques règles de base garantissent la création d'un personnage solide. Manque de bol, elles n'ont pas franchement été respectées par les scénaristes. Et ça nous amène au premier problème de Lucifer Safin, son prénom. Bon, certes, c'est un point de détail, mais Lucifer, sérieusement? Un prénom qui ferait passer le Joker du Suicide Squad pour un modèle de finesse? Avec ce blaze ridicule qui pue le méchant pas beau à des kilomètres, on était déjà très mal barré. Mais au-delà du manque de finesse, ce prénom reflète une faille bien plus importante dans la construction du personnage. Si Auric Goldfinger a un prénom qui souligne sa principale caractéristique, Safin, lui, c'est juste un méchant. Juste le blanc? Non, juste le méchant. Il a été conçu avant tout comme un antagoniste, comme un obstacle pour Bond et Madeleine Swan, au lieu d'être un personnage à part entière avec des motivations et un arc narratif propre. Et résultat, Safin est bougrement chiant. Comme le suggère son nom peu inspiré, il manque totalement de caractère et est indistinguable de plein d'autres bad guys random de la saga. Sérieusement, qui se souvient d'Aristote Christatos ou de Dominic Green? Et qui veut s'en souvenir d'ailleurs? Je prends les paris, dans 15 ans, tout le monde aura oublié Safin, tout comme le Blofeld version Christophe Waltz. Même l'apparence physique de Lucifer est particulièrement peu originale. Exit les cicatrices plutôt bien exploitées du chiffre dans Casino Royale, ou les chemises bariolées de Raoul Silva dans Skyfall. Non, Safin, il porte un masque, même avant 2020, un vrai visionnaire, et c'est tout. Et encore, quel masque! Entre acteurs de kabuki sur le retour et fan du fantôme de l'opéra, rien qui réinvente le genre. Ah, et si, sous le masque, lui aussi il a des cicatrices, comme tous les méchants, simples, dans un film basique. Et rien que ça m'irritait déjà. D'abord parce qu'à la sortie de No Time to Die en 2020, on avait un peu dépassé le fait que des cicatrices équivalent à un diagnostic de sociopathie, et aussi parce qu'il ne suffit pas de créer un design cool pour écrire un bon personnage, sans quoi Julianne Moore dans Kingsman 2 serait déjà iconique. Mais là, on a ni le fond, ni la forme. L'absence totale d'inspiration se retrouve aussi dans la personnalité de Safin. Je vous le disais, il est juste méchant. Il parle doucement et est sophistiqué, comme 100% des masterminds des années post-2010, et j'ai même du mal à vous le décrire à part ça, tellement le personnage est vide. On sait simplement que sa famille qui bossait pour le Spectre a été massacrée par la petite entreprise de Monsieur Blofeld. Coucou. Et que Safin a donc fait sa crise de la quarantaine et a décidé d'assassiner les méchants, et une partie de l'humanité, avec un nanovirus, Héraclès. À part ça, le personnage n'a presque aucun trait de caractère distinct, et l'interprétation robotique de Rami Malek, si elle peut lui conférer une aura un peu inquiétante pendant les premières scènes, l'empêche ensuite d'avoir une personnalité propre. Certes, il fait méchant en surface, mais on ne comprend ni ce qu'il veut, ni qui il est. Et ça, c'est vraiment grave, parce que la saga nous a offert plein d'autres masterminds avec les mêmes caractéristiques en bien mieux. Alec Trevelyan, cicatrice, check. Traumatisme familial, check. Suave et classe, check. Parfaitement joué, check. Inoubliable grâce à des dialogues bien écrits et de la rage bien contenue, double check. Oui, mais Alec, il a un passé qu'il pose en ex-meilleur ami de James Bond, donc forcément il est plus intéressant. Ok, alors prenez Raoul Silva dans Skyfall, un méchant exubérant, troublé et nihiliste. Quoi que vous pensiez du film en lui-même, Silva est inoubliable. Ou alors, restons du côté Craig et passons chez le chiffre. Dans Casino Royale, Mads Mikkelsen arrive en quelques scènes à définir son personnage. Quand on le voit en banquier privé sophistiqué et tout de noir vêtu au casino, on comprend qu'il est plus intelligent que la moyenne.
et qu'il en est très fier. Et surtout, il suffit d'une toute petite scène pour donner une personnalité aux chiffres. Quand sa copine Valenka se fait menacer d'une amputation express à la machette et qu'il ne bouge pas une oreille pour l'aider. J'adore cette scène. D'abord, elle arrive au bon moment pour nous rappeler à quel point la violence de Casino Royale est plus ancrée et réaliste. En plus, elle fait avancer la relation entre Bond et Vesper. Elle offre une baston tendue et brutale, et enfin je m'égare, mais surtout, elle en dit long sur le chiffre. Quand il ne fait rien pour aider la belle blonde, on comprend deux choses. 1. C'est un égoïste qui ne roule que pour lui, et 2. Malgré ses airs confiants, il est lâche car il a peur de ses clients. Cette peur, cette motivation-là, elle est essentielle pour le personnage parce qu'elle guide ses actions tout au long du dernier acte et qu'elle lui donne de la profondeur. C'est d'un moment pareil dont aurait eu besoin Safin. Un court moment, une simple scène qui nous offre une autre dimension du personnage et qui cimente ses motivations. Au lieu de ça, on se retrouve avec de vagues menaces génériques contre Madeleine et des échanges encore plus plats avec James Bond, dont on va reparler, ne vous inquiétez pas. Ni terrifiant ni remarquable, Safin n'est pas aidé car il n'interagit presque pas avec le reste des personnages. Et ça, c'est aussi un gros problème pour la construction d'un antagoniste qui est présenté comme un monstre. La règle, au cinéma, c'est show don't tell, pas l'inverse. Et ça marche aussi pour les histoires d'amour forcé, d'ailleurs. Plus généralement, c'est en discutant et en s'opposant les uns aux autres que les personnages d'un film se définissent. Et c'est encore plus vrai dans le cas d'un antagoniste, qui est défini par opposition, littéralement, avec le protagoniste. Rami Malek sait jouer quand on lui en donne les moyens, mais là, il n'a pas l'air de beaucoup s'amuser, avec une diction générique de vilain suave et 2 expressions faciales au compteur pendant tout le film. Disons qu'il ne transforme pas le plomb en or. Mais de toute façon, il était assez mal barré, parce que son personnage est incroyablement mal écrit. Le pitch de départ n'avait déjà rien de transcendant. Tel le fils masqué d'Inigo Montoya, Safin veut venger sa famille, comme 1800 autres personnages avant lui. Mais même avec un concept pourtant basique, les scénaristes ont réussi à créer un personnage aux motivations totalement inconsistantes. Sacré perf. L'ère Daniel Craig, quoi qu'en pensent ses détracteurs, aura marqué un tournant dans l'histoire de la franchise, et oui, on y trouve aussi des personnages d'exception. Ça m'énerve donc d'autant plus quand je vois des erreurs d'écriture basiques dans un métrage du calibre de No Time to Die. Les motivations d'un personnage sont essentielles à sa construction. Elles lui donnent une cohérence et une crédibilité, et elles nous donnent envie de suivre son arc narratif, et donc, dans le cas d'un film, de le voir à l'écran. Quand ces motivations sont incohérentes, au contraire, elles brisent notre suspension d'incrédulité, parce que le cerveau humain est prêt à accepter beaucoup de choses dans une œuvre de fiction, mais que celle-ci doit avoir une logique interne. Si un personnage dit A dans une scène puis B dans la suivante sans que ce changement brusque ne soit expliqué ou qu'il ne surprenne les autres personnages, alors les spectateurs ne comprennent plus rien à ses actions, qui paraissent absurdes et l'empêchent de paraître comme un être humain doué de logique. Eh bien, rassurez-vous, c'est totalement le cas ici. Parce qu'avoir un méchant chiant ne suffisait pas, ah bah non, fallait aussi qu'il soit dénué de toute logique. Si vous avez oublié le film, ou que vous ne l'avez pas vu, ou que vous vous êtes endormi devant, voici un petit résumé des actions et de l'histoire du point de vue de Safin dans No Time to Die. Suite au massacre des siens, il a essayé de massacrer Mr. White, du Spectre, sa femme et sa fille Madeleine. Mais Madeleine a survécu parce que... scénario... Des années plus tard, l'homme en peignoir décide d'en finir avec le Spectre et tue ses sbires à l'aide du nanovirus Héraclès. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais puisqu'il est déterminé à finir le boulot, il fait pression sur Madeleine Swann pour qu'elle infecte le chef Blofeld en prison. Ça marche pas parce que Maddie elle est pas d'accord, mais Bond bute quand même Blofeld et pour se venger de la rébellion de Madeleine et pour menacer Bond, Safin capture Madeleine et Mathilde, leur fille, et il attend l'arrivée de James depuis son île empoisonnée. Jusque-là, ça passe encore, mais attendez, le niveau de débilité voiture invisible arrive. Safin offre donc à Bond de laisser partir sa fille seulement si celui-ci le laisse garder Héraclès. James dit non, on se demande bien pourquoi, et donc Safin laisse partir sa fille. Quoi ? Ah si, c'est vrai, parce qu'un kidnappeur et tueur de masse peut aussi être quelqu'un de bien. Attendez, non. Ah bah non, donc ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, on a plein de jolis plans dans un jardin japonais. Sérieusement, cette absence de cohérence et de conséquence au milieu de ce qui aurait dû être le point d'orgue du film, son dernier acte, est un scandale. Ça me rend folle ce niveau de débilité, ça me fait péter un câble. Non mais vous imaginez si dans Mission Impossible 3, Philippe Seymour Hoffman avait juste arrêté de menacer la femme d'Ethan pour lui faire plaisir? Ça n'a aucun sens. Safin est un méchant pur jus, pas un anti-héros. Safin n'a aucune qualité lui permettant de se racheter. Rien dans sa personnalité ne nous laisse supposer qu'il soit susceptible de s'attacher à la petite. Il a même failli tuer Madeleine quand elle était enfant, et ça va totalement à l'encontre du choix qu'il a forcé Bond à faire quelques minutes plus tôt. Comme je vous le disais, les motivations d'un personnage peuvent bien sûr évoluer durant un métrage, mais elles doivent rester cohérentes. Si changement important il y a, le plus souvent, il s'étale dans le temps, et il peut être expliqué comme par exemple dans un arc de rédemption.
Le changement peut aussi être brutal, mais dans ce cas-là, il doit impérativement surprendre les personnages eux-mêmes. Quand il est brutal, le changement prend souvent la forme d'une révélation dans les films d'action. Ça peut être le cas d'un méchant révélé par un twist. Oui. Mais ce n'est absolument pas celui de Safin. Il n'a pas d'arc de rédemption. Il n'hésitera pas à tuer Bond plus tard, et il n'a pas besoin de libérer Mathilde. À aucun autre moment dans le film, il n'est montré comme ayant de l'empathie. J'ai trouvé pour vous, suite à des recherches sur un obscur wiki, l'explication la plus plausible, à savoir que Safin, qui a été traumatisée par le massacre de sa propre famille, libérerait l'enfant à cause de ça. Mais encore une fois, à aucun moment ça n'est explicité dans le film, et ça me laisse peu convaincu, étant donné qu'il n'hésite pas non plus à tuer la famille de Mathilde. La seule vraie raison pour laquelle cette libération existe, c'est parce que le scénario a besoin que la petite retrouve ses parents. Eh bien, ça, c'est une erreur d'écriture. Et le problème, c'est qu'elle rend le mastermind totalement incohérent. C'est assez hallucinant de voir une aussi grosse faute dans un film aussi ambitieux. Et c'est pas une attaque ad hominem contre les scénaristes, hein. Tout d'abord parce que No Time to Die a été écrit par de nombreuses mains qui ont visiblement fait face à beaucoup de galères, et ensuite parce qu'écrire un film, surtout avec un cahier des charges aussi chargé que celui de 007, bah c'est dur. Voyez plutôt un constat amer de ma part. Les producteurs étaient visiblement plus préoccupés par le marketing et les scènes d'action que par la cohérence scénaristique. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Safin n'ayant aucun caractère ni trait distinctif, il ne lui restait que ses motivations pour se démarquer. Et vu qu'elles n'ont pas de sens, bah il ne nous reste vraiment plus rien. Et attendez, le pire du pire, c'est que ce n'est même pas fini. Parce que malgré sa petite conversation chiante comme la pluie avec Bond, on ne comprend même pas ce qu'il veut. Allez les enfants, c'est l'heure de jouer ensemble au grand jeu. Qui c'est qui veut tuer ? La première fois que j'ai vu le film, je n'avais absolument pas compris qui Safin voulait vraiment éliminer avec Héraclès. Et au revisionnage, j'ai compris que les scénaristes n'étaient pas sûrs eux non plus, donc c'est pas très grave. Et oui, même les objectifs de Safin sont totalement obscurs. Il tue les membres du Spectre et dit vouloir empêcher des terroristes comme eux de prendre le pouvoir, ce qui en soi est louable. Donc je pense avoir fini par piger ce que l'équipe du film a tenté de faire. Créer un discours complexe au sujet des dangers de centraliser les pouvoirs dans de mauvaises mains. La même chose qu'ils avaient déjà tenté et foiré avec le programme Nine Eyes dans Spectre. Mais une fois de plus, ça ne fonctionne pas. D'abord parce qu'un discours aussi subtil aurait demandé bien plus d'attention et de discussion entre Safin et Bond, et une vraie remise en question de la place du pouvoir de James lui-même, au lieu d'un remplacement en intérim, mais surtout parce qu'on n'a aucune idée du plan de Safin. Et qui dit pas de plan clair, dit pas de menace identifiée. Donc pas de peur. Les scénaristes se sont probablement dit que ça craignait un peu d'avoir un discours aussi complexe dans un film aussi peu subtil, et ils ont préféré rajouter une corde massacre de masse à l'arc de notre homme à cicatrice. Du coup, dans son labo, son allié médecin raciste qui surjoue, la version Wish de Boris dans GoldenEye, veut annihiler une partie de la population. On sait pas trop laquelle, mais au moins ça a le mérite de bien nous rappeler que ce sont eux les méchants. Et là vous allez me dire, oui mais dans Mission Impossible Fallout que tu encenses tout le temps, Lane et Walker ils ont aussi un plan de génocide mondial assez peu développé, et pareil dans tout un tas d'anciens Bond. Non ? Vous alliez pas me dire ça ? Pourquoi personne ne me dit jamais ça ? C'est vrai, mais Fallout, comme d'autres films, arrive au moins à établir l'échelle de la menace. Ici, le seul massacre de masse qu'on voit, c'est celui des hommes du Spectre, donc d'autres méchants qui le méritaient totalement. Et même là, y a quoi, 200 gus à tout casser ? Ça va pas me suffire. Nope. Attendez, même Kingsman 2 a fait mieux en termes d'ampleur, bordel, et quand j'en viens à complimenter le Cercle d'Or, l'heure est grave. Dernier gros point, mais quel point noir! Il est très absent du début du film après la scène d'intro. Certes, il emprisonne les membres du Spectre à distance, mais il ne réussit même pas à faire tuer Blofeld par Madeleine, puisque 007 doit s'en charger. Oui, il kidnappe la femme et la fille de James, mais encore une fois, c'est très artificiel, parce que ce dernier l'aurait de toute façon poursuivi pour détruire Héraclès. Bah ouais, Bond, c'est pas le genre de gars qui raccroche tout pour partir en vacances. Ouais bon, il finit toujours par rentrer de vacances. Safin n'est pas assez en avance sur 007. Et si c'est pas clair, attendez, vous allez comprendre. La plupart de ses actions à travers le film, qui ont pour but de défier Bond, foirent lamentablement, aident James dans sa quête ou sont déjouées par lui. Le résultat, c'est que le méchant est plus souvent réactif aux décisions et aux choix des autres personnages que proactif. Exemple, il capture Madeleine et Mathilde parce qu'elles l'ont trahi. Et du coup, il n'a jamais la carrure d'un grand méchant, d'un mastermind qui pilote le film et qui se joue de Bond comme d'un pion.
Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que la fin de No Time to Die est aussi foirée. On peut débattre pendant un long moment sur la question James Bond doit-il mourir? Mais je pense qu'on s'accordera tous sur le fait que dans tous les cas, sa fille n'aurait pas dû être son assassin. Il ne mérite pas sa victoire contre Bond parce que durant tout le film, il ne l'a jamais vraiment écrasé. Et donc cette mort semble injuste et sortie de nulle part. Une fois encore, elle est dictée non pas par l'arc des personnages, mais bien par les besoins du scénario. Et c'est ce qui la rend encore plus frustrante. En fait, je vois le film entier comme un immense gâchis. No Time to Die a reçu beaucoup de haine des fans, et si toutes les critiques ne sont pas justifiées, ce qui a énervé beaucoup de gens, c'est de voir quelques bonnes idées noyées au milieu d'un bordel sans nom, et d'une intrigue qui ne sait jamais vraiment ce qu'elle veut raconter. Et c'est pareil pour Lucifer Safin. Oui, il y a de bonnes idées dans le personnage, avec notamment un rapport à la famille intéressant qui aurait pu apporter quelque chose en parallèle de la quête de Bond. Mais c'est probablement ça ce qui est le plus frustrant. Vous savez, il voulait avoir cette nuance dont les films de Craig parlent tout le temps, mais dont ils ne font jamais rien. On aurait pu améliorer Safin en refondant son arc narratif, oublier sa relation avec Madeleine, puisqu'elle n'a pas d'importance et que Madeleine est par définition déjà connectée à un autre méchant, son père. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les Bonds de Daniel Craig ont systématiquement besoin de tout ramener à la famille. Safin aurait très bien pu n'avoir aucun lien préexistant avec Bond ou Madeleine, mais croiser leur chemin lorsqu'il tue les membres du Spectre. Et quitte à utiliser le thème de la famille, Safin aurait justement pu devenir un vilain traumatisé, mais avec de bonnes intentions, ce qui lui aurait permis de se différencier des autres masterminds de la saga. Très peu de méchants de Bond ont des arcs de rédemption ou même des idéaux louables, et ça aurait pu être intéressant de jouer sur ce côté-là. Ou alors, les scénaristes auraient au moins pu jouer jusqu'au bout la carte du remake de Dr. No. Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Safin était censé nous offrir une réincarnation de Dr. No. C'est pour ça qu'en VO, un de ses sous-fifres l'appelle Docteur, qu'il habite dans un jardin japonais ascendant Poison Ivy, et que son sens de la mode est bloqué dans les 60s. Cette idée n'a pas été poussée plus loin, quelle surprise! Et donc on se retrouve le cul entre deux plantes, avec une vague référence peu inspirée et encore moins assumée. Au bout de 24 métrages, les attentes face à un vilain sont bien différentes, et Safin aurait pu et dû avoir de vraies motivations et des traits de caractère bien plus profonds. Bref, il y avait beaucoup de pistes à explorer pour le méchant de No Time to Die, et c'est bien dommage qu'aucune n'ait vraiment été choisie. Sur ce, je vais arrêter de me plaindre en vidéo du dernier film et retourner me plaindre sur Reddit de n'avoir aucune actu quant à la sortie du prochain film. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à me dire quel est votre méchant de James Bond préféré. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Prenez soin de vous et jusque là, bon grillage de neurones!